Le soleil accablait Paris cet après-midi de mardi, transformant l'asphalte en un miroir aveuglant qui reflétait l'anxiété des conducteurs coincés dans le trafic interminable du boulevard périphérique. Raphaël Dubois, 42 ans, ajusta le nœud de sa cravate en attendant patiemment dans sa Mercedes-Benz S650 blindée, la climatisation luttant contre la chaleur suffocante qui s'infiltrait par les fenêtres. En tant que PDG de Dubois Construction, l'une des plus grandes entreprises de BTP du pays, Raphaël était habitué à contrôler chaque aspect de sa vie, mais le trafic parisien était la seule force qui résistait à son pouvoir et à sa fortune. Son portable vibra sur la console centrale. C'était son assistante, Adrienne, lui rappelant la réunion avec des investisseurs du Qatar qui devait avoir lieu dans moins d'1 heure. Raphaël soupira, en se massant les tempes. La dernière chose qu'il voulait était une autre négociation milliardaire. Depuis qu'il avait perdu Isabelle, sa femme, 3 ans auparavant, chaque réunion, chaque signature de contrat, chaque expansion de son empire immobilier lui semblait plus vide, plus dénuée de sens. C'est alors qu'il la vit. À l'angle du boulevard Haussmann et de la rue de Courcelles, une petite silhouette contrastait avec le gris de la métropole. Une fillette, pas plus de 7 ans, assise dans un fauteuil roulant improvisé, construit avec des planches de bois rustiques et des roues de chariot de supermarché. Ses cheveux sombres et bouclés tombaient sur ses épaules, tandis qu'elle tenait une pancarte en carton avec des lettres enfantines. « J'ai besoin d'aide pour mon opération. Je veux remarcher. » Raphaël observa, d'abord indifférent. La ville était remplie d'histoires tragiques, et il avait appris à s'en protéger. Mais quelque chose chez cette fillette le captiva. Peut-être était-ce la façon dont elle se tenait droite, avec une dignité surprenante pour quelqu'un, de si jeune et dans des conditions si précaires. Ou peut-être était-ce le sourire qu'elle offrait à chaque conducteur qui passait, un sourire authentique qui ne demandait pas la pitié, mais partageait l'espoir. Le feu passa au vert et le trafic commença à se mouvoir lentement. Raphaël aurait dû accélérer et se diriger vers son rendez-vous à plusieurs millions, mais ses pieds restèrent sur le frein. Le conducteur derrière lui klaxonna, irrité, mais Raphaël ne le remarqua même pas. Ses yeux étaient fixés sur la fillette, qui à cet instant tourna la tête et leurs regards se croisèrent. C'était un regard intense, profond, qui semblait traverser la vitre blindée de sa voiture et pénétrer directement dans son âme. Dans les yeux de cet enfant, Raphaël ne vit ni tristesse ni désespoir, mais une lumière, une détermination qui le désarma complètement. La fillette sourit à nouveau, cette fois directement à lui, et Raphaël sentit un serrement au cœur, une sensation qu'il n'avait pas éprouvée depuis des années. « Monsieur ?» Le chauffeur, Jean, l'interrompit. « Le feu va repasser au rouge. » Raphaël cligna des yeux comme s'il sortait d'une transe. « Oui, bien sûr. Allons-y. » Alors que la voiture avançait, il ne pouvait détacher ses yeux du rétroviseur jusqu'à ce que la petite silhouette disparaisse parmi les autres véhicules. Le portable sonna de nouveau. C'était Adrienne, maintenant plus insistante. « Raphaël, les investisseurs attendent. Vous êtes en route ?»« Oui, » répondit-il machinalement. « J'arrive. » Mais son esprit était ailleurs. À ce carrefour, dans ce sourire, sur ce fauteuil roulant improvisé. La réunion se déroula dans un brouillard pour Raphaël. Les chiffres, les projections et les promesses de profit résonnaient à ses oreilles sans signification. Tandis que les investisseurs du Qatar parlaient du nouveau projet résidentiel, de luxe sur la rive gauche, Raphaël imaginait la fillette au carrefour, imaginait son histoire, imaginait ce qui l'avait poussé à demander de l'aide dans la rue de cette manière. « Raphaël ?» La voix d'Adrienne le ramena à la réalité. Les investisseurs s'interrogent sur le calendrier de construction. Il s'excusa, offrit des réponses automatiques et réussit à conclure la réunion avec la promesse d'un nouveau contrat qui ajouterait quelques zéros de plus à sa fortune déjà impressionnante. Mais pour la première fois de sa carrière, les zéros ne lui apportèrent aucune satisfaction. En sortant de l'immeuble, de bureau, Raphaël décida de ne pas retourner à son bureau ni à son appartement terrasse à Neuilly-sur-Seine. « Jean, » dit-il au chauffeur, « ramenez-moi sur le boulevard Haussmann, à l'angle de la rue de Courcelles. » Jean regarda dans le rétroviseur, surpris. Raphaël Dubois ne changeait jamais sa routine. « Monsieur, mais vos prochains rendez-vous, annulez tout !» ordonna Raphaël,
avec une fermeté qui n'admettait aucune discussion. « Pas aujourd'hui. Annulez tout. » Alors que la voiture se déplaçait lentement dans le trafic de l'après-midi, Raphaël sentait une anxiété croissante. Que ferait-il quand il trouverait la fillette? Que dirait-il? Lui qui parvenait à négocier des contrats de milliards d'euros avec la plus grande facilité, se sentait paralysé par la simple perspective d'une conversation. Quand ils arrivèrent enfin au carrefour, le cœur de Raphaël se serra. L'endroit était vide. La fillette et son fauteuil roulant improvisé avaient disparu. Il demanda à Jean de circuler dans le quartier, cherchant le moindre signe d'elle, mais c'était inutile. Paris était une ville de plusieurs millions d'habitants. Une fillette dans un fauteuil roulant improvisé pouvait être n'importe où. « Monsieur » dit Jean doucement, après près d'une heure de recherche infructueuse. « Il se fait tard, peut-être qu'elle ne vient qu'à des heures précises. » Raphaël hocha la tête, vaincu. « Ramenez-moi à la maison. » Dans son luxueux appartement terrasse avec vue panoramique sur la ville, Raphaël tenta de travailler, mais son esprit revenait sans cesse au carrefour. Il ouvrit une bouteille de whisky hors de prix, mais ne but pas. Il se contenta de regarder le liquide ambré, en pensant à cette fillette. Pour la première fois en 3 ans, depuis le départ d'Isabelle, Raphaël ressentit autre chose que la douleur habituelle et le vide qui était devenu sa compagnie constante. Il ressentit de la curiosité. Il ressentit une connexion. Il ne connaissait pas le nom de la fillette, ne connaissait pas son histoire, ne savait pas pourquoi elle avait besoin d'une opération à 120 000 euros. Mais il savait une chose, il devait la retrouver. Cette nuit-là, Raphaël ne dormit pas. Il resta devant la baie vitrée de son appartement, observant les lumières de la ville qui ne dort jamais, imaginant où pouvait être la fillette au sourire qui avait réussi à illuminer ne serait-ce qu'un instant l'obscurité qui s'était emparée de son âme. Alloc. Matin, il prit une décision inhabituelle pour un homme à la routine si méthodique. « Jean, dit-il au chauffeur en montant dans la voiture, « aujourd'hui, nous allons travailler depuis l'angle du boulevard Haussmann et de la rue de Courcelles. » Jean fronça les sourcils mais ne questionna pas. Il se contenta d'acquiescer et de démarrer. Quand ils arrivèrent, vers 8 heures du matin, le carrefour était encore vide. Raphaël demanda à Jean de se garer à un endroit où il pourrait observer le mouvement sans attirer l'attention. Il ouvrit son ordinateur portable, essayant de répondre à des emails et de participer à des visioconférences, mais ses yeux revenaient sans cesse sur le trottoir. Les heures passèrent. Le soleil monta dans le ciel, le trafic s'intensifia, diminua, s'intensifia de nouveau. Raphaël annula des réunions, reporta des décisions importantes, ignora les appels des membres du conseil d'administration. Quelque chose de fondamental avait changé en lui, et il ne parvenait pas encore à comprendre complètement quoi. C'est presque à midi qu'il la revit. La fillette était poussée par une femme plus âgée, probablement sa grand-mère, dans le même fauteuil roulant improvisé. Elles se positionnèrent au même endroit que la veille, et la fillette brandit la pancarte, maintenant un peu usée par l'usage. Raphaël sortit de la voiture avant même de réaliser ce qu'il faisait. Il traversa la rue d'un pas ferme, ignorant les voitures qui klaxonnaient et les conducteurs qui l'insultaient. Son cœur battait fort, un rythme qu'il n'avait pas ressenti depuis l'époque où il courtisait Isabelle. Quand il arriva près d'elle, la fillette le reconnut immédiatement. Ses yeux s'illuminèrent et un sourire encore plus large que celui de la veille apparut sur son visage. « Vous êtes revenu » dit-elle d'une voix douce et étonnamment forte pour quelqu'un de si petit. La femme plus âgée le regarda avec méfiance, tirant le fauteuil en arrière comme pour protéger la fillette. Raphaël s'agenouilla, se mettant à la même hauteur que l'enfant. « Oui, je suis revenu. Je m'appelle Raphaël. Et toi, comment t'appelles-tu ?»« Luna, » répondit-elle sans hésitation. « Luna Perrin. Et voici ma grand-mère, Marie. »« Enchanté de vous connaître, » dit Raphaël, regardant d'abord Luna, puis la grand-mère, qui gardait toujours une expression prudente. « Luna, je n'ai pas pu arrêter de penser à toi, à ton sourire. » Luna rit, un son clair, comme des clochettes. Tout le monde dit que j'ai un joli sourire. Ma mère dit que c'est mon plus beau cadeau. C'est certain, acquiesça Raphaël. Luna, j'ai lu ta pancarte. Peux-tu me parler de l'opération dont tu as besoin? Avant que Luna ne puisse répondre, Marie intervint. Monsieur, si vous êtes ici pour faire l'aumône, nous vous remercions, mais nous n'avons pas besoin de pitié.
Nous sommes ici parce que c'est le seul moyen que nous avons trouvé pour attirer l'attention sur le cas de notre Luna. » Raphaël secoua la tête. « Non, ce n'est pas ça. Je veux comprendre. Je veux aider. » Marie l'étudia un long moment, ses yeux évaluant chaque détail de son costume coûteux, de sa montre suisse, de ses chaussures en cuir italien. « Et pourquoi un homme comme vous s'intéresserait-il à l'opération d'une fillette comme ma petite fille ?» Raphaël regarda Luna, qui l'observait avec une curiosité sincère. « Parce qu'hier, alors que j'étais coincé dans les embouteillages, votre sourire m'a rappelé qu'il existe encore des choses importantes dans ce monde, des choses que l'argent ne peut pas acheter. » Luna pencha la tête, comme si elle traitait ses mots. « Vous avez l'air triste, dit-elle, avec une perspicacité qui déconcerta Raphaël. Vous aussi, vous avez besoin d'un sourire. » À cet instant, Raphaël Dubois, l'homme qui contrôlait un empire de plusieurs milliards d'euros, se sentit complètement désarmé par une fillette de 7 ans dans un fauteuil roulant improvisé. « Oui, Luna, » répondit-il, la voix étranglée par l'émotion. « Je crois que oui. » L'après-midi avançait, tandis que Raphaël restait agenouillé sur le trottoir animé, indifférent au regard curieux des passants. Marie, après de longues minutes d'observation silencieuse, relâcha enfin sa posture défensive. « Vous êtes la grand-mère de Luna ?» demanda doucement Raphaël, détournant un instant son regard de la fillette. « Et où est sa mère ?» Marie soupira, et le poids des années sembla s'abattre sur ses épaules. « Claire, ma fille, est au travail. Elle est agente d'entretien dans un immeuble de bureau à La Défense. Elle travaille de 8 heures du matin à 6 heures du soir, du lundi au samedi. Le dimanche, elle fait des petits boulots pour réussir à mettre un peu d'argent de côté. » Raphaël sentit son estomac se nouer. Pendant qu'il négociait des contrats de plusieurs millions, la mère de Luna nettoyait des bureaux pour tenter de réunir 120 000 € pour une opération qui changerait la vie de sa fille. « Luna, » dit-il, reportant son attention sur la fillette, « peux-tu me parler de ton opération? Que t'est-il arrivé ?» La fillette s'ajusta dans son fauteuil improvisé et Raphaël remarqua combien ses mouvements étaient prudents, précis. « Je suis née avec un problème à la colonne vertébrale, » expliqua-t-elle, avec une maturité qui contrastait avec son âge. Les médecins appellent ça un myéloméningocèle. C'est comme un trou dans le dos, et la moelle épinière n'est pas restée à la bonne place. Marie compléta. Quand Claire l'a découvert, encore pendant la grossesse, les médecins ont dit que Luna ne survivrait peut-être même pas. Mais c'est une guerrière depuis le début. Elle est née, s'est battue et a surmonté tous les défis. L'opération dont elle a besoin maintenant est pour réparer un dommage qui s'est aggravé avec le temps. Si elle ne la fait pas, elle pourrait perdre définitivement le mouvement de ses jambes. Raphaël regarda les jambes fines de Luna couvertes par une robe simple mais propre. « Et combien coûte exactement cette opération ?»« 120 000 €, répondit Marie en ajustant la pancarte en carton. « Nous avons réussi à réunir près de 5 000 € en 2 ans de campagne. Il manque encore beaucoup. » Raphaël sentit une boule dans sa gorge. 120 000 €. Une somme qu'il dépensait sans y penser pour un dîner d'affaires, une œuvre d'art pour sa collection, une nouvelle montre. Pour Claire et Marie, cela représentait 2 ans d'économie et de travail acharné. « J'aimerais aider, » dit Raphaël, se sentant inadéquat avec la simplicité de ses mots face à l'ampleur de la situation. « Je veux payer pour l'opération de Luna. » Marie le dévisagea, ses yeux se plissant. « Et qui gagneriez-vous » ? « De la publicité pour votre entreprise, une sorte de déduction fiscale. Nous ne sommes pas intéressés à être utilisés comme de la propagande. » « Ce n'est rien de tout ça, » assura Raphaël, se levant et s'asseyant sur un banc en béton à proximité pour ne pas l'intimider avec sa taille. « J'ai vu l'espoir dans les yeux de Luna hier, et ça m'a fait ressentir quelque chose que je ne ressens plus depuis longtemps. Je ne veux rien en retour. Je veux juste qu'elle ait la chance de marcher. » Luna, qui suivait la conversation avec attention, se pencha en avant. « Vous êtes riche ?» demanda-t-elle avec la curiosité typique des enfants. Raphaël hésita. « Oui, j'ai assez d'argent. »« Alors vous pouvez acheter mon opération ?» continua Luna sans détour. Raphaël ne put s'empêcher de sourire. « Oui, je peux. » Luna tapa dans ses mains, un geste de pure joie enfantine. « Mamie, il peut acheter mon opération, alors je pourrai remarcher et courir et jouer à l'école. » Marie semblait encore sceptique. « Monsieur, c'est très sérieux.
Nous ne pouvons pas accepter l'argent d'un inconnu sans... Sans quoi? Interrompit doucement Raphaël. Sans connaître mes intentions? Laissez-moi vous prouver que je suis sincère. Allons prendre une glace. Là, dans ce café. Nous pourrons parler davantage et vous pourrez décider si vous me faites confiance. Luna regarda sa grand-mère avec des yeux suppliants. S'il te plaît, mamie, j'adore la glace au chocolat. Marie hésita encore quelques secondes, analysant le visage de Raphaël. Finalement, elle acquiesça. D'accord. Mais nous n'allons pas loin, et je dois être de retour à 4 heures pour préparer le dîner. Raphaël sourit, soulagé. Parfait. Allons-y. Il aida Marie à plier le fauteuil improvisé et à le mettre dans le coffre de sa voiture, à la surprise des passants. Puis, avec une extrême délicatesse, il prit Luna dans ses bras et l'installa sur la banquette arrière, attachant soigneusement la ceinture de sécurité. Pendant le court trajet jusqu'au café, Luna posa 1000 questions. « Vous avez des enfants? Où habitez-vous? Vous aimez la glace? Quel est votre parfum préféré ?» Raphaël répondit à chacune d'elles, se sentant étonnamment à l'aise. « Non, je n'ai pas d'enfants. J'habite dans un appartement à Neuilly-sur-Seine. J'adore la glace et mon parfum préféré était la crème. »« J'aime aussi la crème, » s'exclama Luna. « Mais aujourd'hui, je vais prendre chocolat. C'est pour fêter ça. » Au café, Raphaël choisit une table au fond, plus discrète. Tandis qu'ils attendaient les glaces, Marie se détendit enfin un peu. « Comment avez-vous su pour l'opération dont Luna a besoin ?» demanda Raphaël. « À l'hôpital public où nous sommes suivis, » expliqua Marie. « Les médecins ont dit qu'il existe une nouvelle procédure qui n'est pas couverte par la sécurité sociale et qui donnerait plus de chances à Luna de marcher. Mais quand Claire a su le prix, elle a failli abandonner. Elle a dit que c'était impossible. Mais mamie a dit qu'impossible est juste un grand mot que les gens utilisent quand ils ne veulent pas essayer, » ajouta Luna se léchant les lèvres en prévision de la glace qui arrivait. Raphaël sourit. « Votre grand-mère a raison, et je vais aider à rendre cela possible. » Les glaces arrivèrent, et pendant quelques minutes, le seul son fut celui de Luna, savourant sa boule de chocolat avec une concentration impressionnante. Quand elle eut terminé, elle avait une moustache de chocolat qui la rendait encore plus adorable. « Raphaël, » dit-elle, s'essuyant la bouche avec le dos de la main, « vous avez l'air triste. Pourquoi ?» Raphaël déglutit, surpris par la perception de la fillette. Marie fit un geste pour intervenir, mais Raphaël lui fit signe que tout allait bien. « J'ai perdu quelqu'un de très important pour moi, » expliqua-t-il, choisissant ses mots avec soin. « Ma femme, elle est partie il y a 3 ans. » Luna pencha la tête. « Elle est allée au ciel ?» « Oui, » répondit Raphaël, sentant ses yeux s'embuer. « Elle est allée au ciel. Ma grand-mère dit que le ciel est un endroit magnifique, où il n'y a ni douleur ni tristesse, » dit Luna, prenant la main de Raphaël. « Alors votre femme doit être heureuse là-bas. » Raphaël serra la petite main de la fillette, sentant une chaleur qui parcourut son bras et se répandit dans sa poitrine. « Je l'espère. » Marie observait l'interaction, les larmes aux yeux. « Monsieur Raphaël, Claire et moi avons toujours enseigné à Luna que, malgré tout ce que nous affrontons, nous avons encore beaucoup de raisons d'être reconnaissantes. Nous avons l'une l'autre, nous avons la santé, malgré les problèmes de Luna, et nous avons la foi. Peut-être que vous êtes apparus sur notre chemin pour une raison. » Raphaël hocha la tête, sans voix. Pour la première fois depuis des années, il sentait que Marie avait peut-être raison. « Alors, c'est d'accord ?» demanda Luna, interrompant le moment. « Vous allez acheter mon opération ?» Raphaël rit, un rire sincère qui sortit de sa poitrine comme quelque chose d'étrange et en même temps de familier. « Oui, Luna, c'est d'accord, je vais payer pour ton opération. » Il prit son portable et appela son assistante personnelle. « Adrienne, j'ai besoin que vous annuliez tous mes rendez-vous pour les prochains jours. »« Oui, tous. Et contactez l'hôpital américain de Paris. Je veux prendre rendez-vous avec le meilleur neurochirurgien qu'ils aient, pour le plus tôt possible. » Tandis qu'il parlait au téléphone, Raphaël vit les yeux de Marie s'écarquiller. « L'hôpital américain. Monsieur, c'est très cher. Nous n'avons pas besoin de... » « C'est le meilleur, » interrompit Raphaël mettant fin à l'appel, « et Luna mérite le meilleur. »
Luna sauta sur sa chaise, autant qu'elle le pouvait. « Je vais me faire opérer à l'hôpital des riches. Mamie, tu as entendu? Je vais pouvoir marcher. » Marie se mit à pleurer silencieusement, essuyant ses larmes avec un mouchoir usé. « Monsieur, Raphaël, je ne sais pas comment vous remercier. »« Pas besoin de me remercier, » dit Raphaël, prenant l'addition que le serveur avait laissée sur la table. « C'est moi qui vous remercie de m'avoir rappelé ce qui compte vraiment. » En sortant du café, Raphaël sentit une transformation s'opérer en lui. Le poids qu'il portait depuis 3 ans semblait un peu plus léger. Le vide dans sa poitrine semblait moins profond. « Raphaël, » dit Luna, tandis qu'il l'installait de nouveau dans la voiture, « quand je pourrai marcher, je courrai et je te ferai un gros câlin. » Raphaël sentit une larme couler sur son visage et l'essuya rapidement. « J'attends ça avec impatience, Luna. » Sur le chemin du retour vers le carrefour, Raphaël posa une question qui lui vint soudainement à l'esprit. « Luna, tu vas à l'école ?» L'expression de la fillette s'assombrit. « Non, l'école près de chez moi n'a pas de rampe ni de toilettes adaptées. Ma mère a essayé de m'inscrire dans une autre, plus loin, mais n'a pas réussi à trouver un transport adéquat. Alors j'étudie à la maison avec les livres que mamie me trouve. » Raphaël sentit une indignation grandir en lui. Une ville comme Paris, avec toute sa richesse et ses ressources, ne parvenait pas à offrir une éducation adéquate à un enfant comme Luna. « Ça va changer, » promit-il, avec une fermeté qui le surprit lui-même. « Je vais m'assurer que tu aies la meilleure éducation possible. » Quand ils arrivèrent au carrefour, Claire, la mère de Luna, les attendait déjà, anxieuse. C'était une jeune femme, pas beaucoup plus de 30 ans, avec des yeux fatigués mais déterminés, vêtue d'un uniforme d'agente d'entretien. « Maman, où étiez-vous » ? J'étais déjà inquiète, dit Claire courant vers elle. Ses yeux se fixèrent sur Raphaël et une expression de méfiance prit immédiatement son visage. « Qui est cet homme ?»« Maman, c'est Raphaël !» expliqua Luna, enthousiaste. « Il va acheter mon opération. » Claire regarda de Raphaël à Marie en quête d'explication. « Acheter ton opération ? Qu'est-ce qui se passe ici ?» Marie expliqua rapidement, tandis que Claire continuait de regarder Raphaël avec scepticisme. Quand l'histoire fut terminée, Claire s'approcha de lui, les mains sur les hanches. « Monsieur, je ne sais pas qui vous êtes, ni ce que vous voulez, mais nous ne sommes pas intéressés par la charité. Ma fille n'est pas un projet philanthropique pour remplir les poches d'un homme d'affaires en quête de publicité. » Raphaël respecta l'attitude de Claire. Il voyait en elle la même force qu'il voyait en Luna. « Madame Claire, je comprends parfaitement votre méfiance, mais je vous assure qu'il n'y a aucun intérêt commercial ici, juste un désir sincère d'aider. »« Pourquoi ?» le défia Claire. « Pourquoi, ma fille ? Il y a des milliers d'enfants dans le besoin dans cette ville. » Raphaël regarda Luna, qui observait la conversation avec attention. « Parce qu'hier, quand j'étais dans les embouteillages, le sourire de votre fille m'a fait ressentir quelque chose que j'avais oublié depuis longtemps. Elle m'a rappelé que la vie a encore un but, encore de la beauté, encore de l'espoir. Et je veux rendre cela. » Claire continua de l'étudier, ses yeux analysant chaque détail. « Et qui gagneriez-vous ?»« La chance de voir cette fillette courir un jour, » répondit Raphaël avec sincérité. « Et peut-être la chance de trouver un but pour moi-même. » Pendant de longues minutes, Claire resta silencieuse. Raphaël pouvait voir la lutte dans ses yeux entre la fierté et le besoin, entre la méfiance et l'espoir. Finalement, elle prit une profonde inspiration. « D'accord, » dit-elle, encore avec prudence. « Mais je veux tout savoir sur vous. Je veux savoir qui vous êtes, ce que vous faites, pourquoi vous faites ça. Et je veux être présente à chaque étape du processus. Ma fille est ma vie, et je ne la confierai pas à n'importe qui. » Raphaël acquiesça respectueux. « Entendu. Que diriez-vous de nous rencontrer demain? Je peux vous emmener, déjeuner, et nous pourrons parler davantage. » Claire hésita, puis regarda Luna qui l'observait avec des yeux suppliants. « D'accord, » accepta-t-elle. « Demain, après mon travail, mais dans un lieu public. »« Parfait, » dit Raphaël, ressentant un immense soulagement. « Je passerai vous chercher. » Alors qu'il se disait au revoir, Raphaël sentit son portable vibrer. C'était un message d'Adrienne. Consultation fixée pour vendredi 10h avec le docteur Richard Alves, considéré comme le meilleur neurochirurgien pédiatrique du pays. Raphaël sourit. Les choses avançaient. Pour la première fois en 3 ans, il sentait qu'il avançait avec elle. En montant dans sa voiture,
Raphaël regarda dans le rétroviseur et vit Claire, Marie et Luna s'éloigner, la petite famille unie au milieu de la foule anonyme de la métropole. Et il sut, avec une certitude qu'il n'avait pas ressentie depuis des années, que sa vie avait changé pour toujours. Les jours qui précédèrent la consultation médicale furent un mélange d'anxiété et d'espoir pour la petite famille. Raphaël, déterminé à garantir que tout se passe parfaitement, tint à être présent à chaque instant. Il rendit visite à Claire et Luna dans leur modeste maison en banlieue de Paris, un quartier nommé Bondy, connu pour ses difficultés mais aussi pour la résilience de ses habitants. La résidence, comme il le découvrit, était petite, seulement 2 pièces sur un terrain de 40 mètres carrés, mais impeccablement propre et organisé. Les murs, bien qu'écaillés par endroits, étaient décorés de dessins de Luna et de phrases bibliques écrites en lettres cursives par Marie. « C'est humble, mais c'est notre foyer », expliqua Claire en servant un café à Raphaël dans une tasse légèrement ébréchée. « Nous nous sommes beaucoup battus pour avoir ce petit coin. » Raphaël regarda autour d'eux, lui remarquant les détails qui racontaient l'histoire de cette famille. Une étagère de livres usée par le temps, mais pleine de volumes soigneusement conservés. Un petit sac avec du matériel de couture à côté du fauteuil où Marie s'asseyait pour regarder la télévision. Et dans le coin le plus lumineux de la pièce, une petite table où Luna étudiait, entourée de cahiers et de crayons de couleur. « Tu aimes étudier, Luna ?» demanda Raphaël, s'asseyant sur une chaise en plastique qui grinça sous son poids. « J'adore, » répondit la fillette, ses yeux brillants. « Surtout les mathématiques et le français. Un jour je serai maîtresse, comme ma maîtresse de l'école où j'allais avant que ce soit plus difficile. » Raphaël sentit son cœur se serrer. Le rêve de Luna était si pur, si tangible, et en même temps si menacé par sa condition. « Tu seras une maîtresse merveilleuse, » assura-t-il, « et je vais m'assurer que tu aies la meilleure éducation possible pour cela. » Claire observait l'interaction, encore avec une certaine réserve, mais ses yeux ne portaient plus la même méfiance des premiers jours. « Monsieur Raphaël, je voulais vous remercier pour tout ce que vous faites, mais je voulais aussi mieux comprendre. Pourquoi nous? Pourquoi Luna ?» Raphaël prit une profonde inspiration, sachant qu'il était temps d'en dire plus sur lui-même. « Claire, il y a 3 ans, j'ai perdu ma femme, Isabelle. Nous avions une fille, Laure, qui est partie avec elle. Isabelle et Laure sont mortes dans un accident de voiture. » Claire porta la main à sa bouche, choquée. « Oh mon Dieu, je suis tellement désolé. À l'époque, continua Raphaël, la voix étranglée par l'émotion, j'étais au sommet de ma carrière, j'étendais mon entreprise, j'accumulais une fortune. Je pensais que j'avais tout, mais en réalité, je perdais ce qui comptait vraiment. Après l'accident, je me suis renfermé. Je me suis consacré encore plus au travail, utilisant l'argent comme un bouclier. Chaque nouveau contrat, chaque nouvelle acquisition était une façon de combler le vide qu'elles avaient laissé. » Il fit une pause, regardant Luna, qui l'écoutait attentivement. « Mais hier, quand j'ai vu votre fille à ce carrefour, quelque chose en moi s'est brisé. J'ai vu la même détermination qu'Isabelle avait. J'ai vu le même espoir que Laure portait toujours, et j'ai réalisé que, au lieu d'utiliser mon argent pour m'isoler, je pouvais l'utiliser pour me connecter, pour aider. » Luna, qui s'était approchée pendant le récit, posa sa petite main sur celle de Raphaël. « Elle vous manque ?» Raphaël hocha la tête, sentant les larmes se former dans ses yeux. « Tous les jours. Ma grand-mère dit que le manque, c'est quand quelqu'un nous manque, mais qu'on sait que cette personne est toujours dans notre cœur, » dit Luna avec la sagesse qui semblait dépasser ses 7 ans. « Alors votre femme et votre fille sont toujours avec vous. » Raphaël sourit malgré la douleur. « Ta grand-mère est très sage, Luna. » À ce moment, Raphaël réalisa que partager sa douleur en avait soulagé une partie. Et en même temps, il sentait une connexion croissante avec cette famille qui, quelques jours auparavant, était composée de parfaits inconnus. Le matin de la consultation, Raphaël arriva tôt à la maison de la famille. Il avait apporté une voiture adaptée, louée spécialement pour l'occasion, avec de l'espace pour le fauteuil roulant de Luna et des sièges confortables pour Claire et Marie. « Tout est prêt pour le grand jour ?» demanda-t-il, essayant de dissimuler sa propre anxiété. Luna, vêtue de sa plus belle robe, une simple robe bleue à fleurs que Claire gardait pour les occasions spéciales, hocha la tête avec enthousiasme.
Je suis un peu nerveuse, mais surtout excitée. Est-ce que le médecin va dire que je pourrai bientôt marcher? Nous allons le découvrir, dit Raphaël, l'aidant à monter dans la voiture. Mais quel que soit le résultat, nous sommes ensemble là-dedans, d'accord? D'accord, répondirent Luna et Claire, à l'unisson. L'hôpital américain de Paris impressionna même Raphaël, habitué au luxe. L'architecture moderne, la propreté impeccable, l'efficacité de l'équipe médicale, tout respirait l'excellence. Mais pour Claire et Marie, qui n'avaient jamais été dans un hôpital privé, l'environnement était presque intimidant. « C'est très beau », murmura Marie, tandis qu'elles attendaient dans la salle de consultation du docteur Richard Alves. On dirait un hôtel de luxe. Claire restait silencieuse, tenant fermement la main de Luna, ses yeux examinant chaque détail avec un mélange d'admiration et d'appréhension. Quand le docteur Alves les appela enfin, Raphaël sentit son cœur s'accélérer. Le médecin, un homme d'âge mûr avec des lunettes à monture fine et un sourire chaleureux, examina Luna avec attention et professionnalisme. « Alors, mademoiselle Luna, dit-il, après avoir examiné les examens précédents, j'ai cru comprendre que vous êtes ici pour discuter d'une chirurgie corrective pour votre myéloméningocèle. C'est exact ?» Luna hocha la tête, ses grands yeux fixés sur le médecin. « Oui, docteur. Je veux vraiment marcher. » Le docteur Alves sourit. « Et je veux vraiment vous aider à atteindre cet objectif. Vos examens montrent que le cas est complexe, mais opérable. L'opération consisterait à libérer les structures nerveuses comprimées et à stabiliser la colonne vertébrale. C'est une procédure délicate, avec des risques, comme toute chirurgie, mais avec un taux de réussite d'environ 80% dans des cas comme le vôtre. » Claire serra la main de Luna, son visage un masque d'émotions contradictoires. « Et quels seraient tes risques, docteur ?» Le médecin se tourna vers Claire, son expression sérieuse mais compatissante. « Les principaux risques seraient l'infection, un saignement excessif et, dans de rares cas, la possibilité de dommages supplémentaires aux nerfs. Mais je tiens à souligner que notre équipe est extrêmement expérimentée et nous prenons toutes les précautions possibles pour minimiser ces risques. » Raphaël intervint. « Docteur Alves, compte tenu de l'âge de Luna et de sa condition actuelle, quel serait le pronostic si elle ne subissait pas l'opération ?» Le médecin soupira. « Malheureusement, sans intervention, il est probable que Luna perde progressivement la fonction déjà limitée qu'elle a dans les jambes. De plus, elle pourrait développer d'autres complications liées à sa condition. » Luna, qui était restée silencieuse pendant l'explication médicale, parla enfin. « Docteur, si je fais l'opération, quand pourrais-je marcher ?» Le docteur Alves s'agenouilla pour se mettre à sa hauteur. « Luna, l'opération n'est que la première étape. Après la procédure, tu auras besoin de beaucoup de kinésithérapie, de dévouement et de patience. Certains enfants commencent à faire leurs premiers pas quelques mois après l'opération, d'autres prennent plus de temps. Chaque cas est unique. Mais avec de la détermination, et je vois beaucoup de détermination dans tes yeux, tu as d'excellentes chances d'atteindre ton objectif. » Luna regarda Raphaël, ses yeux brillants d'espoir. « Je vais y arriver, n'est-ce pas, Raphaël ?» Raphaël hocha la tête, sentant une vague d'émotion. « Oui, Luna, tu vas y arriver. » Après la consultation, alors qu'ils attendirent l'ascenseur, Claire s'adressa enfin à Raphaël. « Monsieur Raphaël, je ne sais pas comment vous remercier. Le docteur Alves est le meilleur médecin que nous aurions pu trouver. Et les coûts... » « Ne vous inquiétez pas des coûts, » l'interrompit doucement Raphaël. « Tout est couvert, y compris la kinésithérapie qui sera intensive et avec les meilleurs professionnels. » Claire secoua la tête, des larmes coulant sur son visage. « Je n'aurais jamais pensé voir ce jour. J'ai travaillé si dur, économisé chaque centime, mais cela n'aurait jamais été suffisant. » Raphaël posa une main sur son épaule. « Claire, vous avez déjà donné à Luna le plus important, l'amour, les soins et la détermination. Le reste n'est qu'un détail. » Sur le chemin du retour, Luna était euphorique, faisant des projets pour l'avenir. « Quand je pourrai marcher, je courrai dans le parc. Je jouerai à la marelle. Je danserai à l'anniversaire de mon amie Camille. » Claire rit, un son que Raphaël n'avait pas encore entendu d'elle, clair, musical, plein de joie. « Calme-toi, ma petite, un pas à la fois. »« Mais j'ai beaucoup de pas à faire, » insista Luna. « Des années et des années de pas que je n'ai pas pu faire. » Raphaël observait l'interaction entre la mère et la fille, se sentant à la fois partie de ce moment
et un peu en marge. C'était une famille unie avec ses propres dynamiques, des histoires partagées, des souvenirs qu'ils ne possédaient pas. Dans les jours suivants, Raphaël s'impliqua encore plus dans les préparatifs de l'opération. Il discuta longuement avec l'équipe médicale, s'assura que Luna aurait la meilleure chambre disponible et engagea même une nutritionniste pour préparer un plan alimentaire spécial pour sa convalescence. Mais à mesure que la date de l'opération approchait, Raphaël remarqua un changement chez Claire. Elle était plus silencieuse, plus renfermée. Un soir, alors qu'il rendait visite à la famille, il la trouva assise seule sur le petit balcon, regardant les lumières de la ville. « Claire, tout va bien ?» demanda-t-il, s'asseyant prudemment sur un tabouret à côté d'elle. Claire soupira sans le regarder. « J'ai peur, Raphaël, peur de l'opération, des risques, peur de perdre ma fille. » Raphaël posa une main sur la sienne. « Je comprends, mais le docteur Alves est excellent. Les chances sont très favorables. »« Ce n'est pas que ça, » continua Claire, se tournant enfin vers lui. Ses yeux étaient rouges, comme si elle avait pleuré. « J'ai peur de ce qui viendra après. Peur que tout cela soit trop beau pour être vrai. Peur que, quand Luna marchera, vous partiez. » Raphaël sentit son cœur se serrer. « Claire, je ne partirai pas. »« Comment pouvez-vous en être sûr ?» le défia-t-elle. « Vous êtes un homme riche, avec une vie pleine d'engagement et de responsabilités. Nous ne sommes qu'un détour sur votre chemin. » Raphaël prit une profonde inspiration, choisissant ses mots avec soin. « Claire, avant de vous connaître, ma vie était vide. Je me réveillais, j'allais au travail, je rentrais dans un appartement silencieux, je dormais, et je recommençais le lendemain. L'argent ne m'apportait pas le bonheur, seulement une distraction. Mais maintenant je me réveille en pensant à comment va Luna. Je vais au travail, mais mon esprit est ici, avec vous. Je rentre dans mon appartement. Mais les conversations, les rires, même les inquiétudes me manquent. Vous n'êtes pas un détour, Claire. Vous êtes le chemin. » Claire le regarda pendant de longues minutes, ses yeux scrutant son visage comme si elle cherchait des signes de sincérité. Finalement, une larme coula sur sa joue. « J'espère que vous dites la vérité, Raphaël, parce que Luna, elle est déjà très attachée à vous. Et moi, je commence à l'être aussi. » Raphaël sentit quelque chose bouger dans sa poitrine, quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis l'époque d'Isabelle. « Et je m'attache à vous aussi, » admit-il, « plus que je n'aurais jamais pu l'imaginer. » La veille de l'opération, Raphaël rendit de nouveau visite à la famille. Luna était anxieuse, mais aussi effrayée. Pour la calmer, il apporta un cadeau, une poupée personnalisée, avec des cheveux bouclés comme les siens, et étonnamment également dans un fauteuil roulant. « Elle s'appelle Espérance, » expliqua Raphaël, « et elle t'accompagnera pendant l'opération. Quand tu te réveilleras, elle sera là, à t'attendre. » Luna serra la poupée fort contre elle. « Merci Raphaël, je prendrai bien soin d'elle. » Cette nuit-là, Raphaël dormit à peine. Dans son luxueux appartement terrasse, il faisait les 100 pas, inquiet de ce que le lendemain apporterait. Pour la première fois depuis des années, il se sentait impuissant. Il pouvait acheter le meilleur traitement médical, il pouvait garantir les meilleurs professionnels, mais il ne pouvait pas contrôler le résultat. Il ne pouvait pas garantir que tout irait bien. Le matin, il était à l'hôpital avant même 6 heures. Quand Claire, Marie et Luna arrivèrent, il avait déjà parlé au docteur Alves, vérifié tous les préparatifs et s'était assuré que tout était parfait. Les adieux à la porte du bloc opératoire furent émouvants. Luna, déjà sous sédatif, fut emmenée par l'équipe médicale, tandis que Claire et Marie pleuraient silencieusement. Raphaël resta à leur côté, offrant un soutien silencieux. Les heures d'attente furent une torture. Raphaël essaya de travailler sur son ordinateur portable, de répondre à des emails, de prendre des décisions commerciales, mais son esprit était entièrement concentré sur ces portes fermées, derrière lesquelles la vie d'une fillette, et peut-être la sienne, était en train d'être transformée. Finalement, après 5 heures qui parurent une éternité, le docteur Alves apparut, portant encore sa tenue chirurgicale. « L'opération a été un succès complet, » annonça-t-il avec un sourire fatigué. « Nous avons réussi à libérer la compression nerveuse et à stabiliser la colonne. Luna est en salle de réveil. Elle se réveille bien. » Claire s'effondra dans les bras de Raphaël, sanglotant de soulagement.
Marie s'agenouilla, remerciant Dieu à voix haute. Et Raphaël, tenant Claire, sentit des larmes couler sur son visage, des larmes de soulagement, de joie, d'espoir. Quand ils purent enfin voir Luna, elle était encore somnolente, mais se réveilla en entendant la voix de sa mère. « Maman, ça a marché ?» demanda-t-elle d'une voix faible. « Oui, mon amour, » répondit Claire, en l'embrassant sur le front. « Tout s'est bien passé. » Luna sourit, un sourire faible mais sincère. « Je le savais. » À ce moment, en observant la petite famille réunie autour de la fillette, Raphaël sentit une certitude profonde. Sa vie ne serait plus jamais la même. Et pour la première fois en 3 ans, cela ne l'effrayait pas. Au contraire, cela le remplit d'un espoir qu'il pensait avoir perdu pour toujours. Les jours suivant l'opération furent une période d'adaptation pour tous. Luna resta à l'hôpital pendant 1 semaine, période durant laquelle Raphaël s'y installa pratiquement, transformant la chambre d'hôpital en son bureau temporaire. Il travaillait sur son ordinateur portable, pendant que Luna dormait, participait à des visioconférences dans les couloirs et prenait des décisions importantes par téléphone en attendant que les médecins terminent leurs examens quotidiens sur la fillette. Claire, initialement surprise par le dévouement de Raphaël, commença bientôt à apprécier sa présence constante. Ce n'était pas seulement pour le soutien financier ou le statut qu'il représentait, mais pour la manière dont il interagissait avec Luna, lui lisant des histoires, l'aidant à manger, la distrayant pendant les procédures inconfortables. Un après-midi, alors que Luna dormait, Claire trouva Raphaël assis dans un fauteuil à côté du lit, observant la fillette avec une expression qu'elle ne parvenait pas à déchiffrer. « Vous n'avez pas besoin de rester tout le temps ici, Raphaël, » dit-elle doucement. « Je sais que vous avez une entreprise à gérer. » Raphaël la regarda, un petit sourire apparaissant sur ses lèvres. « Mon entreprise peut attendre. Depuis 15 ans, je reporte des moments importants à cause du travail. Je ne vais pas refaire la même erreur. » Claire s'assit dans un autre fauteuil, gardant la voix basse pour ne pas réveiller Luna. « Vous avez parlé de votre femme et de votre fille. Voulez-vous en parler davantage ?» Raphaël hésita puis acquiesça. « Isabelle était incroyable. Nous nous sommes rencontrés à l'université. Elle étudiait l'architecture, moi l'ingénierie. C'était la personne la plus créative que j'ai jamais connue. Elle voyait la beauté en tout, dans les endroits les plus inattendus. Elle avait un rire contagieux, une façon de voir le monde qui m'a rendu meilleur. » Il fit une pause, ses yeux perdus dans le passé. « Et Laure, notre fille, était comme sa mère, mais avec mon entêtement. » Il rit doucement. « Elle n'avait que 6 ans quand elles sont parties. Elle adorait les chevaux, les dessins et aider les gens. Même petite, elle se souciait toujours des autres. » Claire écoutait en silence, sentant le poids de la douleur dans chaque mot de Raphaël. « Je suis vraiment désolé pour votre perte, Raphaël. Je ne peux même pas imaginer. »« Personne ne peut imaginer, » l'interrompit-il doucement. « C'est quelque chose qui vous change pour toujours. On apprend à vivre avec la douleur, avec le vide, mais on ne s'en remet jamais, jamais vraiment. » Il regarda Luna qui bougeait dans son sommeil. « Quand j'ai vu Luna à ce carrefour, c'est comme si le temps s'était arrêté. J'ai vu la même détermination dans ses yeux que je voyais chez Isabelle, le même espoir que je voyais chez Laure, et j'ai réalisé qu'au lieu de laisser la douleur me définir, je pouvais honorer leur mémoire en aidant une autre fillette à avoir une chance. » Claire tendit la main et la posa sur celle de Raphaël. « Elle serait fière de vous, Raphaël, de ce que vous faites pour Luna. » Raphaël acquiesça, sentant une larme couler sur son visage. « J'espère que oui. » Lorsque Luna sortit enfin de l'hôpital, Raphaël avait déjà tout préparé. Il avait engagé une infirmière privée pour les premiers jours à la maison, acheté un lit médicalisé adapté pour la chambre de Luna et même rénové la petite salle de bain de la famille pour la rendre plus accessible. « Raphaël, c'est trop !» protesta Claire, en voyant les transformations dans la modeste maison. « Vous n'aviez pas besoin de faire tout ça. »« Je le voulais, » répondit-il simplement. « Luna mérite le meilleur confort possible, pendant sa convalescence. » La kinésithérapie commença 2 semaines après l'opération. Raphaël engagea la meilleure kinésithérapeute pédiatrique de Paris, Dr Marianne Costa, une femme énergique et extrêmement compétente qui fut immédiatement charmée par la détermination de Luna. « Cette fillette est une guerrière, » dit Marianne à Raphaël après la première séance. « Avec son dévouement et le soutien de sa famille,
je ne vois pas pourquoi elle n'atteindrait pas son objectif. Raphaël assistait à chaque séance de kinésithérapie, apprenant avec Luna les exercices, l'encourageant dans les moments difficiles, célébrant chaque petit progrès. Claire et Marie participaient également activement, transformant les exercices en jeu, créant un environnement de soutien et de joie. Ce fut lors d'une de ces séances que Luna, avec l'aide de Marianne et appuyée sur des barres parallèles, réussit à se tenir debout pour la première fois. Le moment fut magique. Luna, tremblante mais souriante, regarda Raphaël avec des yeux brillants. « Je suis debout, Raphaël, je suis debout !» Raphaël sentit son cœur exploser d'émotion. Il s'approcha prudemment, s'agenouillant pour se mettre à sa hauteur. « Oui, tu l'es, et tu es magnifique. » Luna rit puis lui tendit la main. « Tu veux m'aider à faire mon premier pas ?» Raphaël regarda Marianne qui acquiesça avec un sourire. Il offrit alors son bras à Luna qui le saisit fermement. Ensemble, ils firent le premier pas chancelant. Ce n'était qu'un petit mouvement, hésitant, mais il représentait un univers de possibilités. Claire et Marie pleuraient en s'enlaçant, tandis que Marianne enregistrait le moment sur sa tablette. Raphaël, tenant Luna, ressentit une joie si intense qu'elle en était presque douloureuse. C'était une sensation différente de celle qu'il ressentait en concluant une grosse affaire, différente de celle qu'il ressentait en acquérant une nouvelle propriété. C'était une joie plus profonde, plus significative. « J'ai marché !» cria Luna lorsqu'elle s'assit enfin, épuisée mais euphorique. « J'ai marché !»« Oui, mon amour, » dit Claire en l'embrassant sur le front, « et tu marcheras de plus en plus. » Dans les semaines qui suivirent, les progrès de Luna furent constants. Avec l'aide de Raphaël, Claire créa un journal de convalescence, enregistrant chaque nouveau mouvement, chaque petite victoire. Raphaël, de son côté, commença à repenser sa vie professionnelle. Un soir, alors qu'il révisait des contrats dans son bureau de l'appartement terrasse, Raphaël réalisa que son esprit n'était pas au travail. Il était à Bondy, imaginant comment allait Luna, si elle avait réussi à faire ses exercices du jour, si elle était heureuse. Il prit le téléphone et appela son associé et ami de longue date, Marc. « Marc, il faut qu'on parle. » Le lendemain, Raphaël invita Marc à déjeuner dans un restaurant discret du quartier de Saint-Germain-des-Prés. Après les salutations initiales, Raphaël alla droit au but. « Je pense faire quelques changements dans l'entreprise, Marc. De grands changements. » Marc fronça les sourcils. « Quel genre de changement? Nous sommes au sommet. Les bénéfices sont records. Nous avons de nouveaux projets. » « Il ne s'agit pas des bénéfices, » l'interrompit Raphaël. « Il s'agit de but, de ce que nous faisons de notre vie. » Marc le regarda confus. « Raphaël, nous construisons l'un des plus grands empires immobiliers du pays. Ce n'est pas un but suffisant? » « Non, » répondit Raphaël, avec une fermeté qui surprit son associé. « Plus maintenant. » Il lui expliqua l'histoire de Luna, de l'opération, de la façon dont cette fillette avait changé sa perspective de vie. « Marc, je veux rester dans l'entreprise, mais différemment. Je veux déléguer plus de responsabilités, passer plus de temps, hors du bureau. »« Déléguer à qui ?» demanda Marc, sceptique. « Raphaël, tu es le cœur de cette entreprise. Sans toi, l'entreprise doit apprendre à fonctionner sans moi, » dit Raphaël, « et moi je dois apprendre à fonctionner sans l'entreprise. » Après de longues heures de discussion, Marc accepta finalement d'aider à la transition. Il ne comprenait pas complètement le changement chez Raphaël, mais il respectait sa décision. Dans les mois qui suivirent, Raphaël réorganisa sa vie professionnelle. Il transféra une partie de ses responsabilités à Marc et à une nouvelle équipe de gestionnaires qu'il forma lui-même. Il réduisit considérablement ses heures de travail, consacrant la majeure partie de son temps à Luna et à sa convalescence. Claire, de son côté, se remit à rêver. Avec la sécurité financière que Raphaël lui offrait et les progrès visibles de Luna, elle s'autorisa à penser à son propre avenir. « J'ai toujours voulu être enseignante », confia-t-elle à Raphaël un soir, alors qu'ils observaient Luna faire ses exercices. « Mais quand Luna est née avec ses problèmes, j'ai dû abandonner mes études pour travailler et m'occuper d'elle. » Raphaël la regarda, voyant la passion dans ses yeux. « Et pourquoi ne pas reprendre maintenant, avec l'aide de Marie pour s'occuper de Luna et avec la stabilité que nous avons ?» Claire secoua la tête. « Il est trop tard. J'ai presque 35 ans. Ça fait si longtemps que je n'ai pas étudié. »
Il n'est jamais trop tard pour suivre ses rêves, Claire, insista Raphaël. Et si tu as besoin d'aide pour reprendre tes études, tu peux compter sur moi. Claire le regarda surprise. Vous feriez ça pour moi? Je le ferai, répondit-il sans hésitation. Tu as consacré ta vie à prendre soin de Luna. Maintenant, c'est à ton tour de prendre soin de toi. La semaine même, Raphaël rechercha des formations en pédagogie dans des universités proches, découvrant qu'il y avait des options de cours du soir qui permettraient à Claire de continuer à s'occuper de Luna pendant la journée. Quand il présenta les informations à Claire, elle fut émue. « Je ne sais pas si j'en suis capable, » dit-elle, peu sûre d'elle. « Ça fait si longtemps que... » « Je n'ai pas étudié. »« Tu en es capable, Claire, » assura Raphaël, « et je t'aiderai à chaque étape. » Avec les encouragements de Raphaël et le soutien de Marie, Claire s'inscrivit finalement à une formation en pédagogie dans une université privée. C'était effrayant de retourner aux études après tant d'années, mais aussi extrêmement excitant. Luna, quant à elle, adorait l'idée. « Ma maman va être maîtresse, comme moi, » célébrait-elle. « On sera maîtresse ensemble. » La dynamique de la famille continuait d'évoluer. Raphaël passait de plus en plus de temps dans la maison de Bondy, devenant une partie intégrante de la routine familiale. Il aidait Luna avec ses devoirs, discutait avec Marie de ses recettes, parlait avec Claire de ses cours à l'université. Un soir, alors que tout le monde regardait la télévision dans le petit salon, Luna, qui parvenait déjà à faire quelques pas avec de l'aide, s'approcha de Raphaël et s'assit sur ses genoux. « Raphaël, » dit-elle à voix basse, « tu peux être mon papa de près ?» Raphaël sentit son cœur s'arrêter un instant. Il regarda Claire qui observait la scène, les larmes aux yeux. « Papa de près ?» demanda-t-il, la voix étranglée par l'émotion. « Oui, » expliqua Luna, « comme tu n'es pas mon vrai papa, mais que tu t'occupes de moi comme si tu l'étais, alors tu peux être mon papa de près, jusqu'à ce que je n'ai plus besoin de prêter. » Raphaël serra Luna fort contre lui, ressentant une émotion si intense qu'il pouvait à peine respirer. « Oui, Luna, je serais honoré d'être ton papa de près. » Cette nuit-là, de retour dans son appartement terrasse, Raphaël réalisa que quelque chose de fondamental avait changé dans sa vie. L'appartement luxueux, avec vue sur toute la ville, semblait encore plus vide, plus silencieux. La vie qui lui semblait autrefois parfaite, succès, fortune, statut, paraissait maintenant incomplète sans les rires de Luna, sans les conversations avec Claire, sans les histoires de Marie. Il prit le téléphone et appela son avocat. « Charles, j'ai besoin que vous commenciez à préparer des documents pour moi. Je veux faire des changements significatifs dans mon testament et dans ma structure patrimoniale. » Le lendemain, Raphaël rendit visite à la famille avec une proposition inattendue. « Claire, Marie, Luna, j'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps. Et j'aimerais vous poser une question. » Il fit une pause, rassemblant son courage. « J'ai acheté une maison de plein pied, entièrement adaptée pour Luna, avec un jardin près de l'université où Claire étudie et d'une excellente école pour Luna. Et j'aimerais vous inviter à vivre avec moi, comme une famille. » Claire, Marie et Luna le regardèrent, choqués. « Vivre avec vous ?» balbutia Claire. « Mais pourquoi ?»« Parce que je ne veux plus être seulement le papa de près, » répondit Raphaël, la voix ferme. « Je veux faire partie de votre vie tous les jours. Je veux me réveiller avec les bruits d'une maison. Je veux aider aux devoirs. Je veux partager les repas. Je veux construire une vie ensemble. » Luna fut la première à réagir, sautant, autant qu'elle le pouvait, de joie. « On va vivre avec Raphaël ? On va avoir une maison avec un jardin ?» Claire regarda Raphaël, les yeux pleins de larmes. « Vous êtes sûr de ce que vous demandez, Raphaël ? Nous sommes si différentes de vous, notre vie. » « C'est exactement pour ça que je le veux, » l'interrompit-il. « Votre vie a quelque chose que la mienne n'a pas. De la chaleur, de l'amour, un but. Et je crois qu'ensemble, nous pouvons construire quelque chose d'encore meilleur. » Marie, qui était restée silencieuse jusqu'alors, parla enfin. « Dieu agit de manière mystérieuse, mes filles. Parfois, il nous envoie des anges déguisés en hommes d'affaires. » Claire sourit à travers ses larmes. « D'accord, Raphaël. Nous acceptons. » À cet instant,
En enlaçant la petite famille qui était devenue le centre de son univers, Raphaël Dubois, l'homme qui contrôlait un empire de plusieurs milliards, se sentit enfin vraiment riche. Le déménagement dans la nouvelle maison représenta un nouveau départ pour tous. Située dans un quartier chic de la rive gauche, la résidence était spacieuse, moderne et, plus important encore, entièrement adaptée aux besoins de Luna. Des rampes douces remplacèrent les marches, de larges couloirs permettaient un accès facile pour le fauteuil roulant, et le jardin conçu par un paysagiste de renom comprenait des chemins accessibles et une aire de jeu adaptée. C'est comme un rêve, murmura Claire en entrant pour la première fois dans la maison. Luna, dans son fauteuil roulant, tournait en rond au milieu du salon, ses yeux brillants d'excitation. « Regarde, mamie, j'ai une chambre rien que pour moi, et une grande fenêtre qui donne sur le jardin », s'exclamait-elle, explorant chaque espace avec la curiosité typique des enfants. Marie, plus réservée mais tout aussi émue, parcourait la maison, touchant les surfaces lisses, ouvrant les portes, examinant chaque détail. « Je n'aurais jamais imaginé vivre dans un endroit comme celui-ci », dit-elle, des larmes coulant silencieusement sur son visage. Raphaël observait leur réaction avec un sourire. « C'est votre maison maintenant. »« Notre maison. » L'adaptation, cependant, ne fut pas aussi simple que le déménagement physique. Les premiers jours furent seuls marqués par un mélange d'émotions, la joie de la nouvelle vie, mais aussi une certaine hésitation, un sentiment de ne pas être à sa place de la part de Claire et Marie. « Je me sens comme une visiteuse dans un hôtel de luxe », confia Claire à Raphaël un soir, alors qu'elle observait Luna dormir dans sa nouvelle chambre. « J'ai peur de casser quelque chose, de faire quelque chose de mal. » Raphaël l'enlaça doucement par derrière. « Claire, c'est ta maison. Il n'y a pas de règles, pas de bonnes ou de mauvaises manières de vivre ici. Je veux que vous vous sentiez à l'aise, que vous fassiez de cet endroit un foyer. » « Et comment fait-on ça ?» demanda Claire, sa voix révélant son insécurité. « En mettant vos photos sur les murs, » répondit Raphaël, « en apportant vos affaires, vos livres, vos souvenirs, en cuisinant vos plats, en faisant de cet espace le nôtre. » Les jours suivants, Raphaël aida la famille à personnaliser la maison. Ensemble, ils choisirent les couleurs des murs, achetèrent des meubles qui reflétaient les goûts de Claire et Marie et remplirent les étagères des livres qu'elle chérissait tant. Luna, bien sûr, eut carte blanche pour décorer sa chambre comme elle le souhaitait, remplissant les murs de ses dessins et des affiches de son groupe préféré. Peu à peu, la maison commença à ressembler moins à une vitrine de magazine d'architecture et plus à un foyer. L'odeur des gâteaux de Marie emplit la cuisine. Les rires de Luna résonnèrent dans les couloirs et les discussions sur les cours de pédagogie de Claire devinrent partie de la routine. Raphaël, de son côté, s'adapta à un nouveau mode de vie. Il se réveillait avec les bruits de la maison, la machine à café qui se mettait en marche tôt, les pas de Marie dans le couloir, la voix de Luna appelant quelqu'un. Il participait activement aux tâches ménagères, apprenant à cuisiner quelques recettes simples avec Marie, aidant Luna avec ses devoirs, écoutant Claire parler de ses cours. Un après-midi, alors qu'il aidait Luna avec ses exercices de kinésithérapie dans le jardin, Raphaël reçut un appel inattendu. C'était l'hôpital, l'informant qu'ils avaient retrouvé une compatibilité pour une procédure expérimentale qui pourrait bénéficier à un autre enfant atteint d'une condition similaire à celle de Luna. « Il y a une fillette de 6 ans, Sophie », expliqua le médecin au téléphone. « Ses parents n'ont pas les moyens de payer le traitement. J'ai pensé à vous à cause du cas de Luna et je me suis dit... » Raphaël ne le laissa pas finir. « Je veux couvrir tous les frais et je veux rencontrer la famille. » Après avoir raccroché, Raphaël partagea l'information avec Claire et Marie. « Je pensais, peut-être que nous pourrions faire plus, aider d'autres enfants comme Luna. » Claire le regarda admirative. « Vous avez déjà tant fait, Raphaël, plus que nous n'aurions pu l'imaginer. »« Ce n'est pas suffisant, » répondit-il. « Il y a tant d'autres enfants, tant d'autres familles qui vivent ce que vous avez vécu. J'ai les ressources, la capacité d'aider. Et maintenant, avec vous, j'ai aussi la raison. » Ce soir-là, pendant le dîner, Raphaël présenta son idée. « Je pense créer une fondation, une organisation dédiée à aider les enfants ayant des besoins médicaux spéciaux, en particulier ceux atteints de conditions orthopédiques et neurologiques. » Luna,
qui était restée silencieuse jusqu'alors, tapa la main sur la table. « On pourrait l'appeler la Fondation Espérance, comme ma poupée. » Raphaël sourit. « J'adore le nom, Luna, la Fondation Espérance. » Claire et Marie soutinrent l'idée avec enthousiasme, et ainsi, dans les mois qui suivirent, Raphaël se consacra à la création de la Fondation Espérance. Il engagea une équipe expérimentée pour gérer les opérations quotidiennes, mais garda le contrôle stratégique, impliquant Claire et Marie dans les décisions importantes. La Fondation grandit rapidement. En moins d'1 an, elle avait déjà aidé des dizaines d'enfants à obtenir des traitements médicaux, des opérations et des thérapies qui, autrement, auraient été inaccessibles pour leur famille. Raphaël utilisa son réseau de contacts pour lever des fonds, organisa des événements caritatifs et convainquit même d'autres chefs d'entreprise de contribuer à la cause. Claire, désormais diplômée en pédagogie, prit la coordination du programme éducatif de la Fondation, créant un système de soutien scolaire pour les enfants pris en charge. Marie, avec sa sagesse et son expérience, devint une sorte de conseillère informelle, offrant un soutien émotionnel aux familles. Luna, quant à elle, devint le visage de la Fondation. Son histoire de résilience inspirait les donateurs et les bénévoles, et elle participait fréquemment à des événements, partageant son sourire contagieux et sa détermination inébranlable. La convalescence de Luna continuait de progresser. Avec l'aide constante de la kinésithérapeute Marianne et le soutien inconditionnel de sa famille, elle parvenait déjà à marcher sur de courtes distances sans aide, utilisant seulement une petite béquille pour l'équilibre. Un jour, je n'en aurai plus besoin, disait-elle en parlant de la béquille. Je courrai et sauterai comme mes amis. Son rêve de fréquenter une école ordinaire se réalisa enfin. Raphaël trouva une excellente institution privée, non loin de la maison, qui disposait d'une infrastructure complète pour les élèves, ayant des besoins spéciaux. Luna, initialement nerveuse, s'adapta rapidement, se faisant des amis et charmant les professeurs par son intelligence et sa personnalité attachante. « C'est si différent de l'école à la maison », dit-elle à Raphaël un jour en rentrant des cours. « Nous avons un laboratoire de sciences, une bibliothèque, même une chorale, et la professeure de mathématiques est incroyable. » Raphaël observait la transformation de Luna avec un mélange de fierté et de joie. La fillette timide et réservée qu'il avait connue au coin du boulevard Haussmann avait laissé place à une enfant confiante, extravertie, pleine de rêves et de projets. La relation entre Raphaël et Claire évolua également. Ce qui avait commencé comme une alliance autour des soins de Luna se transforma progressivement en quelque chose de plus profond. Ils partageaient non seulement des responsabilités, mais aussi des rêves, des peurs, des espoirs. Un soir, après avoir couché Luna, ils se retrouvèrent sur la terrasse, observant les étoiles. « Tu te souviens du jour où nous nous sommes rencontrés ?» demanda Claire, sa voix douce dans la nuit tranquille. Raphaël sourit. « Comment pourrais-je l'oublier? J'allais à une réunion milliardaire, et j'ai fini par rencontrer la personne qui allait changer ma vie. Tu as changé la nôtre aussi, » répondit Claire, se rapprochant de lui. « Tu n'imagines pas à quel point. » Ils restèrent silencieux pendant quelques minutes, profitant simplement de la compagnie de l'un et de l'autre. Puis Claire prit une décision. « Raphaël, » dit-elle, sa voix un peu hésitante, « je suis amoureuse de toi. » Raphaël se tourna vers elle, surpris mais pas vraiment. Il ressentait la même chose depuis des mois mais n'avait jamais eu le courage de l'admettre même à lui-même. « Moi aussi je le suis, Claire, » répondit-il, la voix étranglée par l'émotion. « Depuis longtemps. » Le premier baiser fut doux, hésitant, plein d'années de douleur et d'espoir contenus. Il représentait non seulement le début d'une romance, mais la guérison de 2 âmes qui avaient trouvé dans l'amour un moyen de surmonter leur perte. Leur relation s'épanouit dans les mois qui suivirent. Ils furent prudents au début, ne voulant rien précipiter, surtout compte tenu de la présence de Luna. Mais la fillette, dans sa sagesse enfantine, perçut le changement et le célébra. « Enfin !» s'exclama-t-elle un jour, en les trouvant main dans la cuisine. Il était temps. La décision de formaliser leur union vint naturellement. Ce ne fut pas un grand geste dramatique, mais une conclusion logique, la prochaine étape d'un voyage qu'ils avaient commencé ensemble. « Je veux que vous soyez ma famille, légalement, » dit Raphaël à Claire et Luna un soir, pendant le dîner. « Je veux partager non seulement cette maison, mais aussi mon nom,
ma vie, mon avenir. Claire et Luna le regardèrent, les larmes aux yeux. Marie, assise à table, souriait, son visage illuminé par le bonheur. « Et nous voulons être ta famille », répondit Claire au nom de toutes. Le mariage fut une célébration intime, tenue dans le jardin de la maison, avec seulement les amis les plus proches de Raphaël et la famille élargie de Claire. Luna, parvenant déjà à marcher sans aide, fut la demoiselle d'honneur, distribuant des pétales de fleurs sur le chemin. Ce fut pendant la fête que Raphaël reçut une nouvelle qui allait encore plus changer leur vie. Son avocat s'approcha discrètement avec une expression sérieuse. « Raphaël, il faut qu'on parle. C'est à propos de l'ancien gardien de votre propriété à Mégève, l'homme qui a été licencié il y a des années pour un prétendu vol. » Raphaël fronça les sourcils. « Oui, je me souviens. Qu'y a-t-il ? » « Il a intenté un procès contre vous, » expliqua l'avocat. « Il affirme avoir été injustement accusé et qu'il a des preuves de son innocence. » Raphaël sentit un frisson parcourir son échine. À l'époque, il ne s'était pas impliqué personnellement dans l'affaire, laissant la décision à son gestionnaire de propriété. L'homme avait été licencié et Raphaël n'y avait plus jamais pensé. « Quel genre de preuves ?» demanda-t-il, la voix tendue. « Des témoins, des enregistrements de sécurité qui ont été ignorés à l'époque, » continua l'avocat. « Et il y a autre chose. Il affirme que vous l'avez licencié personnellement, que vous l'avez menacé. » « C'est un mensonge, » protesta Raphaël. « Je ne l'ai jamais rencontré. Je n'ai jamais été à Mégève pendant cette période. »« Je sais, Raphaël, » dit l'avocat, « mais nous devons le prouver. Et il y a quelque chose de compliqué. Cet homme, il a une fillette avec une condition médicale rare. Il affirme que le licenciement injuste l'a empêché d'obtenir le traitement adéquat pour elle. » Raphaël sentit le monde tourner. Une fillette, une condition médicale, une injustice qu'il avait, sans le savoir, commise. « Je veux son nom, » dit Raphaël d'une voix ferme. « Je veux son nom et celui de sa fille, et je veux que vous commenciez une enquête complète, non pas pour me défendre, mais pour découvrir la vérité. » Cette nuit-là, alors qu'il célébrait son mariage avec Claire, Raphaël portait un nouveau fardeau. Le bonheur qu'il ressentait était réel, profond, mais il était maintenant mêlé à une inquiétude croissante. Si l'ancien gardien disait la vérité, s'il avait été injustement licencié, si cela avait affecté la santé de sa fille, alors Raphaël, même sans le savoir, avait fait partie du problème qu'il essayait maintenant de résoudre. En regardant Claire et Luna, riant et dansant dans le jardin illuminé, Raphaël se fit une promesse. Il découvrirait la vérité, quel qu'en soit le coût. Et s'il y avait une injustice à corriger, il la corrigerait, non pas parce qu'il avait besoin de soulager sa conscience, mais parce que c'était la bonne chose à faire. Parce que c'était ce que Luna, Claire et Marie lui avaient enseigné, que la vraie richesse ne consistait pas à accumuler mais à donner, non pas à posséder, mais à partager, non pas à vivre pour soi-même, mais pour les autres. Les mois suivants furent marqués par une enquête intense et des découvertes. Raphaël engagea une équipe d'avocats et d'enquêteurs privés pour examiner minutieusement le cas de l'ancien gardien de Mégève, un homme nommé Jean Silva. Les pièces du puzzle commencèrent à s'assembler d'une manière que Raphaël considéra presque karmique. Le gestionnaire de propriété responsable du licenciement à l'époque, un homme nommé Richard Neves, avait été licencié des années plus tard pour détournement de fonds, un détail qui était passé inaperçu dans la vie trépidante de Raphaël. L'enquête révéla que Richard, pour couvrir ses propres vols, avait fabriqué des preuves pour incriminer Jean. Le prétendu vol qui avait justifié le licenciement de Jean était en réalité une invention de Richard pour détourner l'attention de ses propres malversations. Jean, un homme humble et travailleur, avec un casier judiciaire vierge, avait été la victime parfaite. L'aspect le plus dévastateur de l'histoire, cependant, était la fille de Jean, Sophie. Elle était née avec une malformation congénitale rare et complexe qui affectait sa colonne vertébrale et ses jambes, une condition extrêmement difficile à traiter et qui exigeait des interventions médicales coûteuses et constantes. Avec son licenciement injuste et la tache sur sa réputation, Jean avait lutté pour trouver un emploi stable, l'empêchant d'obtenir l'assurance maladie et les ressources nécessaires au traitement adéquat de Sophie. « C'est la même condition que Laure avait », dit Raphaël à Claire un soir, sa voix lourde d'émotion. « La même maladie rare qui a emporté ma fille. »
Claire le serra dans ses bras, sentant le poids de sa douleur. « Raphaël, ce n'est pas ta faute. Tu ne savais pas. »« Mais c'était mon entreprise, » répondit-il coupable. « C'était ma responsabilité. J'étais tellement concentré sur l'expansion de mon empire, sur l'accumulation, que je suis devenu aveugle à l'injustice qui se passait sous mon nez. Je suis devenu le genre d'homme que j'ai toujours méprisé. » La révélation secoua profondément Raphaël. Lui, qui se voyait maintenant comme un rédempteur, un bienfaiteur, fut forcé de confronter le fait qu'à un moment de sa vie, son indifférence et sa quête de profit avaient détruit la vie d'une famille. L'ironie était amère. Il essayait de sauver Luna, tandis que son entreprise, à son insu, avait condamné Sophie. Il devait faire plus que simplement payer une indemnisation. Il avait besoin d'une véritable rédemption. Raphaël demanda une rencontre avec Jean et Sophie. La rencontre fut organisée dans un café neutre, un lieu simple et discret. Jean arriva le premier, un homme mince, le visage marqué par les difficultés, mais dont les yeux conservaient encore une étincelle de dignité. Sophie, qui avait 8 ans, était dans un fauteuil roulant moderne, mais ses yeux étaient aussi vifs et pleins d'espoir que ceux de Luna. « Monsieur Dubois, » dit Jean, sa voix tendue, sans se lever, « je ne pensais pas que vous viendriez. »« Je suis venu pour m'excuser, Jean, » dit Raphaël, s'asseyant à la table sans détour, « et pour dire que vous avez été victime d'une grande injustice, une injustice commise par mon entreprise et, par extension, par moi. » Jean le regarda, surpris, méfiant. « Les excuses ne perdent pas les factures du médecin. Elles ne rendent pas les années que nous avons perdues. Je sais, acquiesça Raphaël, et c'est pourquoi je ne suis pas ici seulement pour m'excuser. Je suis ici pour réparer les choses. Premièrement, mon entreprise publiera une déclaration publique pour clarifier votre situation, pour laver votre nom. Deuxièmement, nous vous offrirons une indemnisation généreuse, non pas comme une charité, mais comme une réparation pour le préjudice causé. » Il fit une pause, regardant Sophie qui l'observait avec curiosité. « Et troisièmement, et le plus important, la Fondation Espérance couvrira tous les frais du traitement de Sophie. Nous l'emmènerons voir les meilleurs spécialistes, nous nous assurerons qu'elle ait toutes les chances possibles. » Jean regarda Raphaël, ses yeux s'emplissant de larmes qu'il luttait pour ne pas verser. « Pourquoi » demanda-t-il, la voix étranglée. « Après tout ça, pourquoi ?»« Parce que votre fille me rappelle la mienne, » répondit Raphaël, la voix brisée. « Et parce que j'ai appris, de la manière la plus difficile, qu'il n'y a pas de plus grande richesse que la vie que nous pouvons toucher. J'ai échoué avec vous et Sophie par le passé, Jean. Je n'échouerai pas de nouveau. » À ce moment, Luna, qui avait attendu dans la voiture avec Claire, entra dans le café. Elle avait insisté pour venir. Quand elle vit Sophie, un sourire illumina son visage. Elle s'approcha de la table, ses pas encore un peu instables, mais fermes. « Bonjour, » dit Luna, tendant la main à Sophie. « Je suis Luna. Un jour, j'étais aussi dans un fauteuil roulant. Maintenant, je peux marcher. Et un jour, tu le pourras aussi. » Sophie regarda Luna, ses yeux s'écarquillant d'admiration. « Vraiment ? Vraiment, » répondit Luna. « Et en attendant que tu puisses, on peut être amis. Je te montrerai mes dessins. Je t'apprendrai à faire des bracelets. » Jean observait l'interaction entre les filles, et finalement les larmes qu'il avait tant lutté pour contenir coulèrent librement. Il regarda Raphaël, et pour la première fois, ses yeux n'exprimaient plus la méfiance, mais seulement la gratitude. « Merci, monsieur Dubois, » dit-il, sa voix un murmure. « Vraiment. »« S'il vous plaît, appelez-moi Raphaël, » dit-il, tendant la main à Jean. « À partir d'aujourd'hui, nous sommes une famille. » L'histoire de la rédemption de Raphaël et de l'injustice envers Jean se répandit rapidement. Raphaël n'essaya pas de cacher le scandale. Au contraire, il l'utilisa comme une plateforme pour parler de la responsabilité sociale des entreprises et de l'importance de regarder au-delà des profits. Il fit une apparition dans une émission de télévision populaire, non pas pour promouvoir son entreprise, mais pour raconter l'histoire de Jean et Sophie et pour annoncer une nouvelle initiative de la Fondation Espérance. Un programme d'identification et de soutien aux familles qui, comme celle de Jean, avaient été lésées par des systèmes d'entreprises défaillants. La réponse fut immense et positive. Les dons à la Fondation augmentèrent de manière exponentielle. D'autres entreprises suivirent l'exemple de Raphaël, mettant en place des programmes de vérification éthique et de soutien communautaire.
Ce qui avait commencé comme un acte de rédemption personnelle se transforma en un mouvement social. Le traitement de Sophie commença peu après. Les médecins confirmèrent que, bien que son cas soit extrêmement complexe, il y avait de l'espoir. Les opérations et la kinésithérapie seraient longues et difficiles, mais Sophie, inspirée par la force de Luna, affronta tout avec un courage qui surprit tout le monde. Luna et Sophie devinrent des amies inséparables. Ensemble, elles devinrent le symbole de la Fondation Espérance, représentant la résilience, l'espoir et le pouvoir de l'amitié. Luna, maintenant âgée de 10 ans, était une fille confiante et charismatique qui prenait souvent la parole lors des événements de la Fondation, encourageant d'autres enfants à ne jamais abandonner leurs rêves. 5 ans après leur première rencontre au coin du boulevard Haussmann, la Fondation Espérance organisait son plus grand gala. La célébration du 5e anniversaire de l'organisation se déroula dans un hôtel élégant de Paris, en présence d'hommes d'affaires, de célébrités, de politiciens, et plus important encore, des familles qui avaient été aidées par la Fondation. Raphaël monta sur scène, non pas en tant que PDG de Dubois Construction, mais en tant que président de la Fondation Espérance. À ses côtés se trouvait Claire, désormais une directrice respectée du programme éducatif de la Fondation, et Luna, une adolescente élégante et éloquente. « Il y a 5 ans, commença Raphaël, sa voix résonnant dans la salle comble, j'étais un homme riche, mais pauvre d'esprit. J'avais tout ce que l'argent pouvait acheter, mais j'avais perdu ce qui comptait vraiment. Puis, un après-midi dans les embouteillages de Paris, une fillette avec un sourire qui pouvait illuminer le monde m'a montré que la vraie richesse n'est pas dans notre portefeuille, mais dans notre cœur. » Il fit une pause, ses yeux rencontrant ceux de Luna. « Luna, toi et ta mère m'avez sauvé, et ce faisant, vous m'avez aidé à sauver d'autres personnes. Vous m'avez aidé à racheter des erreurs de mon passé et à construire un avenir meilleur pour beaucoup. » Il fit alors un geste vers l'autre côté de la scène, où se trouvaient Jean et Sophie. Jean, qui travaillait maintenant comme administrateur de la ferme retraite de la Fondation, un lieu où les enfants en traitement pouvaient avoir un contact avec la nature, était fier. Sophie, maintenant âgée de 13 ans, était debout, n'utilisant qu'une petite orthèse pour l'équilibre, un sourire radieux sur son visage. « Voici Sophie, » continua Raphaël. « Elle m'a appris que la rédemption ne consiste pas à effacer le passé, mais à utiliser ses leçons pour construire un avenir meilleur. Elle et sa famille m'ont enseigné le pardon et l'incroyable force de l'esprit humain. » Luna prit alors le micro. « Quand j'étais petite, je rêvais de marcher. Aujourd'hui, je rêve d'un monde où tous les enfants, quelles que soient leurs conditions, aient la chance de poursuivre leurs rêves. La Fondation Espérance est le premier pas. Mais nous avons besoin de plus. Nous avons besoin de vous tous. » Le public se leva pour une ovation, beaucoup ayant les larmes aux yeux. L'histoire de Raphaël, Luna, Claire, Jean et Sophie était devenue une légende moderne à Paris, une histoire de transformation, de rédemption et du pouvoir inébranlable de l'amour et de la compassion. Après l'événement, la famille se réunit dans une suite de l'hôtel. La petite famille qui avait commencé dans une humble maison de Bondy incluait désormais de nouvelles personnes, de nouvelles histoires, de nouvelles connexions. Marie, maintenant de santé plus fragile, mais avec un esprit toujours aussi fort, était assise dans un fauteuil, observant tout le monde avec un sourire de satisfaction. « Dieu agit vraiment de manière mystérieuse, » dit-elle, plus pour elle-même que pour les autres. « Il a pris nos douleurs et les a transformées en joie. Il a pris nos larmes et les a transformées en espoir. » Raphaël serra Claire dans ses bras, qui appuyait sa tête sur son épaule. Luna et Sophie étaient assises par terre, ensemble, riant et planifiant la prochaine campagne de la Fondation. Jean regardait sa fille, son cœur débordant d'une gratitude qu'il n'aurait jamais cru pouvoir ressentir. Dans son journal, cette nuit-là, Raphaël écrivit les derniers mots d'un chapitre de sa vie qu'il n'aurait jamais imaginé écrire. « Je pensais que je sauvais Luna, mais ce sont elle et sa mère qui m'ont sauvé. Je pensais que je rachetais une erreur de mon passé en aidant Sophie, mais c'est elle qui m'a enseigné le vrai sens de la rédemption. La vraie richesse n'est pas dans l'argent que nous accumulons, mais dans les vies que nous touchons, l'amour que nous donnons et recevons, et la famille que nous construisons en cours de route. Ils sont devenus ma famille complète,
prouvant que les miracles naissent vraiment lorsque quelqu'un décide de transformer l'amour en action. Il ferma le journal et regarda la scène devant lui. Sa femme, la femme qui avait guéri son cœur. Sa fille, la fillette qui lui avait appris à espérer de nouveau. Et la famille élargie qui était devenue une partie de ce qu'il était. L'empire immobilier existait toujours, les affaires continuaient, mais elles n'étaient plus que des outils, des moyens pour une fin bien plus grande. La véritable construction de Raphaël Dubois n'était pas faite de béton et d'acier, mais d'amour, d'espoir et de seconde chance. Et ainsi, l'histoire qui avait commencé avec un homme solitaire coincé dans les embouteillages et une fillette dans un fauteuil roulant improvisé se transforma en un témoignage du pouvoir transformateur de la compassion, une preuve que, même dans la métropole la plus grise et la plus impersonnelle, un seul acte de bonté peut créer des vagues de changement qui touchent d'innombrables vies, construisant un héritage bien plus durable que n'importe quel bâtiment ou fortune. Si cette histoire a touché votre cœur, imaginez le pouvoir que chacun de nous a de faire la différence. Abonnez-vous à notre chaîne pour suivre d'autres histoires, comme celle de Raphaël et Luna, qui montrent que le véritable héroïsme réside dans les petits actes d'amour. Laissez votre j'aime si vous croyez au pouvoir de la seconde chance et, dans les commentaires, partagez une histoire de résilience qui vous a inspiré. Ensemble, nous pouvons transformer plus de vies.